Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager le vocabulaire qui est utilisé en trading. C'est vraiment une vidéo qui est hyper importante, donc n'hésitez pas bien sûr à prendre des notes. Avant même de vouloir faire de la performance sur les marchés, il est primordial de bien maîtriser le lexique. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas directement à m'en faire part donc dans l'espace commentaire. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des vidéos qui sont à la base donc dans ma formation privée. Donc c'était en fait le lexique que j'avais partagé. Donc c'était des courtes vidéos en fait sur différentes thématiques. Donc j'ai décidé d'en faire une compilation et de vous partager ça donc gratuitement sur la chaîne. Donc je vous laisse sans plus attendre avec ce beau contenu. Il y a à peu près, je pense, 1 h 30 de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et moi je vous laisse donc avec la suite. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser au terme scalping. C'est sûrement quelque chose que vous avez déjà entendu sur les marchés financiers. Donc en français, ça fait référence au mot scalper. C'est en fait un style de trading qui est porté sur du court terme. En général, on aura tendance à prendre des positions sur les secondes ou sur les minutes afin de tirer profit sur des petits mouvements. Donc c'est souvent un style de trading qui est destiné à des traders avancés car on sera sur des petites unités de temps et donc naturellement on aura beaucoup d'informations sur les marchés. Donc en ce qui concerne les avantages et les inconvénients, je vais vous les lister et comme ça à la fin de cette vidéo vous serez en capacité de déterminer si c'est un style de trading qui vous correspond. Alors en ce qui concerne les avantages, premièrement il y a le fait qu'on peut prendre beaucoup de positions sur la journée, étant donné qu'on est sur une petite unité de temps, c'est quand même assez pratique. Ensuite il y a le fait que les positions sont très rapides, donc on peut mettre des petites sessions de trading sur la journée. Moi aujourd'hui je suis en scalping, je trade à peu près 1 heure à 1 h 30 par jour et le reste du temps je ne suis pas du tout sur les graphiques, donc ça me permet de faire autre chose. Ensuite il y a aussi bien sûr le fait qu'on pourra faire plus de profit car naturellement on va réduire la taille de notre stop loss et on pourra prendre des lots qui seront bien plus conséquents. Donc forcément il y a aussi plus de risques, mais ça on pourra y revenir donc sur les inconvénients. Et il y a aussi le fait qu'il y aura plus d'adrénaline, étant donné que c'est du court terme, forcément là vous serez servi. Et après en ce qui concerne donc les inconvénients, premièrement il y a le fait que ça demande une réelle discipline. Si vous avez un petit peu de mal à gérer les émotions, etc., c'est pas du tout un style que je vais vous recommander. Ensuite il y a le fait qu'on peut perdre beaucoup d'argent très rapidement parce que c'est des petits mouvements, c'est très rapide. Voilà, sur une erreur ou deux, ça peut aller très vite. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'on est limité en termes d'actifs. Quand aujourd'hui on est sur du scalping, on se doit de faire quand même des analyses. Donc c'est de l'analyse technique surtout et pas forcément de l'analyse fondamentale. Mais si on est focalisé sur de l'analyse technique, on ne peut pas s'étaler, on va dire, sur plein de paires. Il faudra vraiment se focaliser sur une paire ou deux. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous recommande afin d'en tirer plus de profit. Et ensuite, bien sûr, il y a le fait qu'au niveau des émotions, c'est pas forcément très simple à maîtriser, on va dire, surtout au début. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre tout ça en compte pour savoir si c'est un style de trading qui vous correspond. Swing trading, c'est sûrement quelque chose que vous avez déjà entendu, donc cela fait référence en fait à un style de trading qui est porté sur du long terme. En général, on aura tendance à garder nos positions sur plusieurs jours, voire même sur plusieurs semaines. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui correspond à tout le monde, mais ça reste quand même un style qui est assez populaire. Donc je vais vous donner les avantages et les inconvénients et comme ça à la fin de cette vidéo, vous serez en capacité de déterminer si c'est un style qui vous correspond. Alors en ce qui concerne les avantages, premièrement il y a le fait que vous pouvez trader plusieurs actifs financiers. Étant donné qu'on a le temps de bien faire les analyses, que ce soit analyse technique ou analyse fondamentale, parce qu'on est sur de la haute time frame, forcément on pourra trader plus d'actifs. Donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa à ce niveau-là si vous voulez apporter un petit peu de variété sur votre portefeuille. Votre psychologie sera moins mise à l'épreuve, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. L'analyse est en haute time frame, donc forcément ce sera plus simple à réaliser car il y aura moins d'informations sur les marchés. Donc je parle au niveau technique bien sûr. Et ensuite bien sûr il y a le fait que ça va vous demander beaucoup moins de temps. On va se connecter sur les graphiques, on fera l'analyse rapidement et après en règle générale on n'aura pas forcément besoin de faire un management tous les jours. On ne sera pas là à être sur les graphiques en train de suivre le prix, vous l'avez compris. Et ensuite en ce qui concerne les inconvénients, il y a le fait que le délai d'attente pour clôturer un trade peut être quand même assez long, ça peut être assez frustrant d'avoir des positions qui sont plusieurs jours en perte malheureusement. Et tant que notre plan nous dit de laisser la position, on va laisser la position, donc on peut être en drawdown sur plusieurs jours, donc ça peut être assez frustrant. Il y a aussi le fait que le capital est bloqué durant toute cette période. Malheureusement, si vous êtes en position, le capital, donc au niveau de la marge, est bloqué tant que cette position n'a pas été clôturée. Donc ça peut être aussi un petit peu embêtant si vous voulez faire peut-être du scalping à côté ou peut-être, je sais pas, du day trading sur le même compte de trading. C'est pas forcément quelque chose que je vous recommande. Et il y a aussi le fait que, il y aura moins d'opportunités sur le swing. Donc naturellement, vous aurez, on va dire, un peu moins l'occasion de vous exercer ou de vous entraîner sur les marchés. Donc l'apprentissage risque d'être un petit peu plus long. Intraday, c'est sûrement quelque chose que vous avez déjà entendu sur les marchés financiers. Donc c'est en fait un style de trading qui est porté sur le moyen terme. L'idée ici, c'est vraiment de prendre des positions sur la time frame minute ou sur la time frame par exemple 1 heure et en fait on va clôturer
notre position avant la fin de la journée. Donc on va par exemple prendre le trade le matin et on va clôturer le trade donc sur la fin de notre session. Donc l'idée c'est quand même de comprendre que c'est le style le plus populaire, c'est le plus utilisé et c'est vraiment quelque chose qui correspond donc pour des débutants. On n'est pas forcément sur du scalping où là il y a peut-être trop d'informations, on n'est pas sur du swing où là il y a très peu, j'ai envie de dire, d'opportunités, donc on n'a pas trop l'occasion de s'entraîner quoi tout simplement. Donc je pense que voilà, si vous êtes débutant, c'est vraiment le style que je peux vous recommander. Donc je vais vous donner les avantages et les inconvénients et comme ça à la fin de cette vidéo vous pourrez bien déterminer si c'est quelque chose qui vous correspond. Alors en ce qui concerne les avantages, premièrement, il y a le fait que ça va permettre un revenu qui sera plus constant que le swing trading car naturellement il y aura plus d'opportunités, donc vous aurez la possibilité de prendre plus de trades, mais il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans l'over trading, attention. Et ensuite il y a bien sûr le fait que la prise de position et la fermeture se fait le même jour. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal au niveau de la psychologie à tenir des positions sur plusieurs jours, voilà, ils aiment pas trop quand c'est le week-end ou quand c'est le soir, donc je peux comprendre, ça peut être un petit peu stressant surtout au début. Donc là l'idée c'est vraiment de clôturer à chaque fois la position, donc en fin de journée au maximum. Vous l'avez compris, on peut quand même clôturer la position avant, c'est pas forcément un problème. Et ensuite bien sûr il y a le fait qu'on va pouvoir réduire le risque car on pourra prendre plus de positions. Donc ça c'était en ce qui concerne les avantages. Maintenant pour en venir aux inconvénients, eh bien il faudra être devant les écrans sur plusieurs heures. Donc même si certains vont quand même placer des alertes pour éviter de passer des heures et des heures sur les graphiques, il faut quand même savoir une chose, c'est que si on a un trade qui est en cours, eh bien qu'on le veuille ou non, on aura toujours un petit peu notre cerveau qui sera branché sur les marchés financiers. Et il y a aussi le fait qu'on peut tomber sur l'over trading parce qu'on va passer beaucoup de temps sur les graphiques. Donc l'over trading c'est le fait de prendre beaucoup trop de positions sur une journée. Ensuite il y a le fait qu'il faudra prendre en compte différentes choses parce qu'aujourd'hui on n'est pas dans du scalping, c'est pas du court terme, donc il faut aussi prendre en compte l'analyse fondamentale en plus de l'analyse technique, donc on aura besoin de plus de connaissances. Et bien sûr il y a le fait que ce sera quelque chose qui sera j'ai envie de dire un peu plus impactant au niveau de la psychologie si on devait comparer ça à du swing trading, parce que naturellement voilà, si on prend plusieurs positions, si on est sur plusieurs actifs, ce ne sera pas forcément la même chose donc au niveau de la psychologie, vous l'avez compris. Le take profit c'est le TP, le stop loss c'est le SL. La première chose à retenir c'est que le stop loss c'est quelque chose qui est indispensable. Par contre le TP, donc le take profit, c'est quelque chose on va dire qui est facultatif. Ok, donc tout d'abord en quoi cela consiste? Pour la faire très simple, on va partir du principe que j'ai acheté le marché aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc j'ai acheté du Bitcoin à on va dire 35 000 $. Ok, donc j'ai acheté le Bitcoin à 35 000 $. Je vais on va dire donc placer un take profit à 40 000 $. Donc un take profit c'est quoi? C'est un ordre qu'on va placer sur les marchés. Donc en fait c'est une zone qu'on va déterminer, qu'on va donner à notre broker. Donc le broker c'est la personne qui exécute notre ordre sur les marchés. Et on va lui dire c'est simple, si le Bitcoin touche par exemple 40 000 $, alors je sors du marché et je prends mes gains. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Le broker va mettre en place notre take profit. Si le marché touche le TP, eh bien on va sortir du marché et récupérer nos gains. Ok, donc on va sortir automatiquement. On n'aura pas besoin de clôturer manuellement notre position. Et du coup, le stop loss, c'est un peu la même chose, mais dans le sens inverse. Si le scénario ne se passe pas comme prévu, que j'avais acheté le Bitcoin à 35 000 et qu'il est en train de tomber, eh bien, afin de limiter ma perte, je vais mettre en place un stop loss. Donc, c'est une zone que je vais déterminer, c'est un ordre que je vais passer sur le marché, et je vais dire à mon broker, c'est simple, si le Bitcoin touche 30 000 $, alors je veux vendre ce Bitcoin pour ne plus perdre d'argent. Donc, il va tout simplement placer un ordre, et dans la mesure où le Bitcoin chute et touche cette zone, eh bien naturellement je vais sortir du marché. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Alors pourquoi on utilise le TP et le SL? En réalité, ça va être surtout utilisé en période de forte volatilité. Donc s'il y a des personnes qui sont en scalping, qui sont par exemple sur des secondes ou sur des minutes, les mouvements sont assez rapides. Donc forcément, sur un mouvement impulsif, on peut naturellement sortir des gains grâce au TP. Par contre, si on était là à clôturer manuellement une position, forcément, si c'est un mouvement qui est rapide, on va peut-être rater l'opportunité de clôturer et de prendre tout simplement nos profits. D'accord? Donc je vous ai mis un exemple très rapide ici. On peut voir par exemple qu'on a de longues mèches. Ok, donc ça par exemple, ça a lieu quand il y a beaucoup de liquidité sur le marché. Alors ici, je suis en 30 minutes, donc forcément en 30 minutes, on aura le temps de clôturer manuellement. Mais si on part du principe que là, on est sur une time frame en secondes, naturellement, si j'avais placé un ordre ici, un TP, le prix était venu le toucher. Donc naturellement, je serais directement sorti de position. Ok, donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. L'intérêt de placer un TP et tout simplement un SL, c'est en fait que tout simplement, on a automatisé
l'entrée et la sortie tout simplement de notre trade. Break-even, aussi dit BE, je pense que vous avez déjà entendu ce mot sur les marchés financiers. Pour la faire simple, c'est en fait le seuil de rentabilité. C'est quand vous allez sortir d'une transaction sans avoir réalisé de profit ou de perte. En fait, vous allez sortir à 0 €. Faites tout de même attention à une chose, en général, les gens qui vont déplacer donc le stop loss et se mettre donc sur leur point d'entrée vont oublier de calculer la commission qui peut être prélevée par le broker et au final, ils ne vont pas sortir à break-even, ils vont sortir sur une légère perte. Donc pour vous expliquer tout ça plus en détail, j'ai mis en place deux exemples. Donc dans le premier exemple, on est ici en train d'acheter un actif, celui-ci est à 5 €. On peut voir que le marché est monté aux alentours de 8 €, donc qu'est-ce qu'on fait? On déplace le stop loss sur notre point d'entrée, donc un peu au-dessus, et on peut voir que le marché s'est retourné. Donc notre stop loss a été touché. Donc ici, on dira qu'on est sorti sur break-even, puisque là, actuellement, on est sorti donc sur 5 €. Donc j'avais acheté l'actif à 5 € et je l'ai revendu à 5 €. Je n'ai donc réalisé aucune perte et je n'ai réalisé aucun profit. Ok? Donc ça, c'est vraiment un exemple concret. Maintenant, si on décide de vendre un marché, donc voilà, on était à 6 €, on a pris un actif au hasard, on l'a vendu. Malheureusement, le scénario ne se passe pas comme prévu. On commence à être en drawdown, donc le prix va monter, on est aux alentours de 7 €, on n'a toujours pas été touché au niveau du stop loss, et là, le marché se retourne et il revient aux alentours de 6 €. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on décide de sortir du marché et on va donc tout simplement réaliser de nouveau du coup un BE. Donc ça veut dire qu'on a vendu le marché à 6 € et ensuite on a du coup racheté le marché à 6 € pour tout simplement sortir de notre position. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'il existe deux types de drawdown. Donc le premier, c'est quand on a pris position sur les marchés, et le deuxième, c'est donc sur notre capital de trading. Donc je vais essayer de vous donner quelques exemples. Si aujourd'hui je viens de prendre une position sur les marchés financiers, donc à l'achat, et que malheureusement le prix n'a pas tendance vraiment à décoller, au contraire le prix commence à se rapprocher de mon stop loss, eh bien on dira alors que je suis en drawdown, puisque le prix est actuellement, entre guillemets, en train de se rapprocher de mon stop loss et me met en perte. Donc pour l'instant, je n'ai pas perdu d'argent, puisque c'est des pertes latentes, je n'ai pas clôturé ma position. Par contre, on dira que je suis en drawdown car sur mon capital initial, j'ai perdu de l'argent. Ok? Donc c'est une perte qui n'a pas été encaissée, mais si je décide maintenant tout de suite de clôturer ma position, eh bien je perdrai de l'argent parce que je suis en drawdown. Donc il en est de même pour une position vendeuse. Je viens de vendre sur les marchés. Malheureusement, le prix est monté un petit peu, donc il n'a pas encore touché mon stop loss. Je n'ai pas pris de perte. Par contre, sur mon capital initial, je suis en négatif. Ok? Je suis peut-être à moins 200 €, moins 300 €. Donc là, on parlera de drawdown. Ensuite, on va retrouver le drawdown donc sur notre capital de trading. Donc c'est pareil, je vais commencer avec un capital à 100 000 $. Si j'ai pris quelques positions et que j'ai clôturé et que je me retrouve à 98 000 $, je dirais alors que je suis en drawdown donc sur mon compte de trading. Ça veut dire que sur le capital initial, malheureusement, j'ai perdu un peu d'argent. Donc vous l'avez compris, c'est pas très compliqué. Le drawdown, ça correspond tout simplement à une période dans laquelle je suis en perte sur mon capital de trading. Donc aujourd'hui, le drawdown management, pour la faire simple, c'est simplement le fait de mettre en place une stratégie afin de limiter notre perte quand on est en période de drawdown. Donc pour vous donner un exemple plus concret, j'ai mis en place un exemple. Donc dans cet exemple, on a deux traders. Le premier n'a aucune stratégie. Le deuxième, par contre, a une stratégie. Donc on part du principe que ces deux traders vont commencer avec un capital initial de 100 000 $. Sur chaque position, ils vont risquer 1% donc de leur capital initial. Donc aujourd'hui, le premier trader va tout simplement prendre 10 positions, étant donné qu'il n'a aucune stratégie. Sur chacune de ces positions, il va risquer 1%. Donc à la fin, quand on fait un bilan, il se retrouve à plus de 91 350 $. Donc il aura réalisé une perte de 8 648 $. En revanche, le deuxième trader qui a une stratégie va donc commencer à prendre des positions avec 1% de risque. Cependant, une fois qu'il aura atteint 3 positions et qu'il sera donc à moins 3% sur son capital initial, il va réduire son risque. Donc il va le réduire par 2. Il va passer de 1% de risque à 0,5. Cela va donc tout simplement limiter les pertes sur son compte de trading. Donc naturellement, il va passer d'une perte de 980 $ à peu près 480 $. Donc il va se comporter de cette manière-là, on va dire sur les 3 prochaines positions. Si voilà, on est toujours en perte, il va de nouveau réduire son risque par 2. Donc il va prendre cette fois-ci 0,25% de risque par rapport à son capital. Donc là, directement, on va passer à 238 $ par perte. Donc après, il va continuer de cette manière-là. Une fois qu'il aura fait 3 pertes, il va encore diviser par 2. Donc vous l'avez compris, ici, on a bel et bien une stratégie. Donc maintenant, quel est l'impact concrètement donc, sur le capital? Ici, on peut voir que celui-ci est passé de 100 000 $ à 94 749 $. Donc la perte qui a été faite ici est de 5 250 $. Donc vous voyez que sur ces deux traders, donc ils ont pris tous les deux 10 positions, les 10 sont perdantes, eh bien il y a quand même un écart de 3 397 $.
Donc on peut voir ici qu'avec une bonne stratégie, on peut clairement limiter les pertes. Donc c'est vraiment le message que j'ai voulu vous faire passer à travers cette vidéo. Je vous invite fortement tout simplement à mettre en place une stratégie concernant votre drawdown management. Donc pour la faire simple, quand on parle d'un management conservateur, c'est simplement le fait de laisser une certaine liberté au prix pour qu'il puisse faire des retracements, qu'il puisse récupérer de la liquidité, clôturer des positions afin de délivrer des mouvements qui seront plus conséquents et comme ça, on pourra en tirer plus de profit. Ok? Donc à quel moment on va devoir s'orienter sur le management conservateur? Eh bien quand on est dans un trade de continuation. Donc vous le savez, qu'on soit en tendance haussière ou en tendance baissière, on a deux phases. La phase de continuation, la phase de retracement. Donc le management conservateur, c'est quand on est donc sur la phase de continuation. On est en tendance haussière, je viens d'acheter le marché. Donc je pourrais être plus conservateur. On est en tendance baissière, je viens de vendre le marché. Donc naturellement, je pourrais encore une fois être conservateur, car le prix aura tendance à tout simplement protéger les points hauts et à venir casser les points les plus bas. Donc on pourra en tirer plus de profit. Donc je vous ai mis ici un exemple. Donc l'idée, c'est pas forcément de suivre le prix et de déplacer le stop loss régulièrement sur chaque structure, mais c'est vraiment de laisser une liberté pour qu'on puisse donc tout simplement en tirer plus de profit. Donc ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les structures, mais je ne vais pas déplacer mon stop loss sur chaque structure. Je vais également donc prendre en compte la liquidité. S'il y a des zones de liquidité qui sont importantes, forcément je ne vais pas mettre mon stop loss dessus. L'idée c'est qu'on puisse laisser donc assez d'espace au Composite Man pour qu'il puisse récupérer la liquidité et injecter son mouvement. Car étant donné qu'on est dans le sens de la tendance, sur le long terme, on pourra forcément en tirer plus de profit. En ce qui concerne ce management, on y retrouve des points positifs et des points négatifs. Le point positif, c'est qu'on va pouvoir avoir de très gros RR, donc le ratio risque to récompense sera énorme. Ensuite, on pourra également toucher beaucoup plus de take profit. Donc ça veut dire que le TP, on pourra l'atteindre plus facilement parce qu'on va laisser plus de liberté au prix et en plus, on est dans le sens de la tendance. On fera également donc moins de BE, ça je pense que vous l'avez compris, et on pourra donc également naturellement en tirer plus de profit, ça c'est évident. Et après en ce qui concerne les points négatifs, donc il y a le fait qu'on va faire beaucoup de drawdown, ça veut dire que le prix va monter, il va nous mettre en profit, il va revenir, il va nous mettre en perte, il va remonter, nous mettre en profit, etc. etc. Donc au niveau des émotions, c'est pas évident. Ensuite, il y a le fait qu'on va prendre moins de profit, parce que vous l'avez compris, le stop loss, on va pas beaucoup le déplacer, donc même si le prix est un petit peu dans notre sens et que ça se retourne, on prendra une perte directement. Les positions seront aussi beaucoup plus longues, parce que l'idée c'est vraiment de laisser une certaine liberté. Forcément on fera plus de SL et au niveau des émotions ce sera un peu plus compliqué. Donc vous l'avez compris, le management conservateur s'applique également aux traders qui sont débutants, mais ça reste bien sûr un peu plus complexe pour eux à maîtriser. Donc qu'est-ce que le management agressif? C'est très simple, ça consiste en fait à déplacer régulièrement notre stop loss pour sortir du risque mais aussi sécuriser des gains. Donc à quel moment on doit opter pour ce genre de management? C'est très simple, c'est quand vous allez prendre des positions qui seront donc en période de retracement. Donc comme vous le savez aujourd'hui, quand on est sur les marchés, en tendance haussière ou en tendance baissière, on a deux mouvements, la continuation, le retracement. Aujourd'hui, quand on va trader le retracement, naturellement, on sera plus agressif sur le management car sur le long terme, on sait que le prix va se retourner afin de continuer donc le biais général. Donc si on est dans une tendance baissière et qu'on a acheté le marché, on aura un management plus agressif. Si on est dans une tendance haussière et qu'on a vendu le marché, naturellement, on aura un management beaucoup plus agressif. Alors ça, c'est un management qui est énormément utilisé par des traders débutants, car au niveau de la psychologie, c'est beaucoup plus simple. Ok? Donc ici, on est sur une tendance haussière, je viens de vendre le marché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais suivre la structure du marché. À chaque fois que j'aurai un mouvement, que j'aurai une nouvelle structure, je vais déplacer mon stop loss de sorte à sortir mon risque rapidement et afin donc de sécuriser des gains. Donc vous l'avez compris, sur ce style de management, on y retrouve des points positifs et des points négatifs que je vais donc vous lister très rapidement. Alors pour les points positifs, c'est très simple. Premièrement, on n'aura pas beaucoup de drawdown puisque à chaque mouvement du prix, on va nous à chaque fois déplacer le stop loss et sortir notre risque. Donc forcément, on n'aura pas beaucoup de pertes. Donc ça, premièrement, c'est assez intéressant. Ensuite, il y a le fait qu'on va pouvoir prendre des profits régulièrement. Étant donné que sur chaque mouvement, on déplace le stop loss, sur un retracement, on va directement sortir de position et prendre des gains. Malheureusement, ce ne sera pas des gains qui seront très conséquents, mais ça reste des gains quand même, et je me dois donc de vous préciser ça. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les positions seront quand même assez courtes. Étant donné qu'on va suivre chaque structure et qu'on va déplacer le stop loss en dessous, donc là, on peut le voir. Là, on a un mouvement baissier, je déplace le stop loss ici, donc c'est le trait en rouge. Ensuite, on voit que le marché est venu casser le dernier lot, donc on redéplace le stop loss, ensuite il a encore cassé le dernier lot, on remet du coup le stop loss, etc., etc. Donc en fait, on va vraiment suivre le marché. Donc ça, c'est, voilà, on va dire un point positif pour certains parce que les positions sont pas très longues, mais ça peut également être un point négatif. Et ensuite, au niveau des émotions, forcément, ce sera beaucoup plus simple. Pour en venir maintenant au point négatif, premièrement, on va pas faire de très gros RR,
puisque vous l'avez compris, on va sortir très régulièrement du marché sur trail stop. Ensuite, on ne va pas faire beaucoup de take profit parce qu'on ne va pas laisser assez de liberté au prix pour qu'il puisse réaliser de très gros mouvements. Ensuite, on va prendre beaucoup de BE, donc on va sortir énormément sur break-even, puisque nous, l'idée, c'est de sortir le risque rapidement. Donc si le marché se retourne, on prend un BE, et après, forcément, on aura besoin d'un win rate qui sera quand même assez conséquent, parce que vous l'avez compris, si on est agressif sur le management et qu'on ne peut pas en tirer beaucoup de R, naturellement, on se doit d'avoir donc un win rate qui est élevé. Comment calculer son risque sur les marchés financiers avant de prendre une position? Donc on va voir ensemble comment calculer la taille de lot nécessaire pour ne pas perdre trop d'argent. Alors la première chose à regarder, c'est déjà le montant qu'on a sur notre compte de trading, donc le capital. Ensuite, on va s'intéresser à la prise de risque, si on veut prendre 1% par position, 0,5, 2%, etc. Ensuite, on va regarder la taille de notre stop loss en termes de pips. Et après, bien sûr, on va regarder l'actif qu'on est en train de trader. Car naturellement, si on est en train de trader le gold ou si on est en train de trader l'euro USD, forcément, on n'aura pas la même taille de lot à utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur les marchés, on va identifier, par exemple ici, une opportunité. On va placer un ordre d'abord sur TradingView et à partir de là, on va pouvoir donc placer un stop loss et par exemple un TP. Donc une fois qu'on a placé l'ordre, on va pouvoir regarder ici la taille tout simplement de notre stop loss en termes de pips. Donc ici on peut voir qu'on est à 16 pips de stop loss. Ok. Donc au niveau de notre capital de trading, ok. Au niveau de la paire, on est sur l'euro CHF et au niveau du risque, j'aimerais prendre 1%. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se rendre sur un site qui va nous faire le calcul en fait automatiquement. Donc en ce qui me concerne, je suis sur le site Rebate King FX. Sachez qu'il en existe plein d'autres. Et à partir de là, on va simplement mettre donc la paire qu'on est en train de trader. Donc le stop loss en termes de pips, la taille du compte, le risque que je vais prendre et ensuite on va cliquer sur calculer. Et à partir de là, il va directement nous donner la taille de lot à utiliser. Comme on peut le voir ici, je vais devoir utiliser 0,54 de taille de lot. Alors je vous recommande d'utiliser un petit peu en dessous, donc de prendre par exemple 0,50, tout simplement parce qu'il y aura toujours un petit spread ou tout simplement une commission du broker. Donc si vous ne voulez pas tout simplement dépasser les 1%, je vous invite tout naturellement à réduire un petit peu cette taille de lot et vous verrez que de cette manière-là, vous aurez respecté du coup la perte de 1% sur cette position. Donc pour que ce soit plus simple, je vous ai mis en place deux exemples. Donc on a un premier exemple ici où on a acheté le marché et dans le deuxième, on a vendu le marché. On va partir du principe que je viens d'acheter donc une action à 5 euros. Cette action est montée à 25 euros. Donc pour l'instant, je suis toujours en position. Je n'ai pas clôturé ma position. De ce fait, les gains qui sont en cours, on dira que c'est des gains latents. Pourquoi? Car je n'ai pas encore clôturé ma position, donc je n'ai pas récupéré le profit qui a été généré. Pour passer des gains latents aux gains, on devra naturellement clôturer notre position. Alors pourquoi on parle de gains latents? Car si aujourd'hui le marché se retourne, les gains qui sont générés sur le moment T vont s'évaporer. Donc si aujourd'hui le prix est à 25 euros et que sur un petit retracement on tombe à 20 euros, on aura perdu une partie de nos gains latents. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, si vous avez des gains latents et que vous n'avez pas clôturé votre position et que le marché se retourne, naturellement, vous n'aurez pas récupéré ces gains. Donc on parle de gains latents car c'est des gains qui sont en cours. Mais si le marché est amené à tout simplement chuter, c'est des gains qui potentiellement vont s'évaporer sur le marché. Ok, donc ça, c'était dans le cas d'un achat. Maintenant, on parlera aussi, par exemple, des pertes latentes. Donc si on reprend l'exemple avec un actif qu'on a acheté à 5 euros, j'ai vendu le marché, donc moi je m'attends à ce que le prix chute. En revanche, on voit que le prix est en train de monter, donc l'actif est monté à 7 euros, on parlera de perte latente, puisque du coup, par rapport à mon point d'entrée, l'actif est monté. Donc actuellement, je suis entre guillemets en drawdown. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est des pertes qui sont sur mon compte, mais que je n'ai pas encore encaissées. Ça veut dire que si le prix se retourne, donc si le marché se retourne, je vais pouvoir tout simplement sortir peut-être à profit ou alors à break-even. Donc c'est des pertes latentes car pour le moment, je n'ai pas clôturé ma position. Je n'ai pas encore accepté les pertes. Donc si je décide de clôturer ma position maintenant, j'aurai tout simplement clôturé à perte. Par contre, si je décide d'attendre et que le marché se retourne et que le prix revient donc, on va dire aux alentours de 4 euros, naturellement, je sortirai ici en profit. Donc en fait, on parle du terme latent lorsque la position n'a pas été encore clôturée et qu'on n'a pas pris nos profits ou qu'on n'a pas pris notre perte. Donc pour la faire simple, le trail stop, c'est tout simplement quand le prix va venir toucher notre stop loss afin de nous sortir du marché. Donc pour cela, je vous ai mis en place deux exemples. On peut voir ici qu'on avait acheté le marché. Donc le mouvement était haussier. De ce fait, on a pu déplacer notre stop loss pour sortir du risque. Et on peut voir qu'à un moment donné, donc juste ici, le marché s'est retourné et il est venu donc toucher notre stop loss. On dira alors qu'on est sorti sur trail stop. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que
peu importe notre situation, qu'on soit en profit ou en perte, si le prix touche le stop loss, on dira alors qu'on est sorti sur trail stop. Donc c'est exactement la même chose. Ici, j'ai vendu le marché. Le prix a commencé à donner des plus bas, donc naturellement je vais déplacer un petit peu mon stop loss. Cependant, je suis toujours en perte et là on peut voir que le marché se retourne et il vient donc toucher mon stop loss. Donc je suis sorti ici sur une perte, mais j'ai réussi quand même à limiter la perte puisque j'ai déplacé mon stop loss et juste avant j'étais sorti en profit. Donc vous l'avez compris, quand on parle du terme trail stop en trading, c'est uniquement quand le prix va venir toucher notre stop loss. On va voir ensemble ce qu'est un courtier sur les marchés financiers. Alors vous avez peut-être déjà entendu le terme broker, donc c'est utilisé en anglais, c'est exactement la même chose. Donc en fait, pour la faire simple, c'est une entité qui va exécuter nos ordres sur les marchés financiers, car pour les personnes qui ne sont pas au courant, en tant que trader particulier, malheureusement, on ne peut pas prendre de position directement sur le marché. On va devoir passer par un intermédiaire qu'on appelle le courtier et c'est en fait lui qui va exécuter nos positions. C'est pourquoi il est important de choisir un bon courtier car on va devoir déposer notre argent chez ce courtier et c'est lui donc qui va, entre guillemets, nous rémunérer à l'avenir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un petit peu comme une banque en ligne. Donc naturellement, il faut faire attention à certains points. Certains sont régulés, d'autres ne sont pas régulés. J'en ai fait une vidéo complète sur le sujet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder tout ça. Et en ce qui concerne du coup leurs moyens de rémunération, ils vont soit prendre des commissions ou alors ils vont se rémunérer à partir des spreads qui sont mis en place sur votre compte de trading. Et il y en a aussi certains qui vont tout simplement créer des profils en interne entre les traders qui sont rentables et les traders qui ne sont pas rentables. Donc aujourd'hui, si vous êtes chez un courtier et que vous n'êtes pas rentable, il se peut que en fait, ce courtier ne prenne pas du tout vos positions sur les marchés financiers car il sait que vous n'êtes pas rentable, donc il va en fait juste encaisser vos pertes. Par contre, si vous êtes rentable, il pourra naturellement les exécuter sur les marchés et se rémunérer donc à travers des commissions, vous l'avez compris. Trader retail, c'est sûrement quelque chose que vous avez déjà entendu sur les réseaux sociaux. C'est vrai que beaucoup de personnes en parlent, mais très peu vous donnent la définition, vous expliquent clairement en quoi cela consiste. Donc l'idée pour moi à travers cette vidéo, c'est de vous expliquer clairement pourquoi on utilise ce terme et à quoi ça correspond. Pour la faire simple, quand on parle de trader retail, ça fait référence en fait à des traders débutants qui vont servir de liquidité sur les marchés. On parle aussi de dump money. Donc aujourd'hui, vous le savez, mais sur les marchés financiers, on a différentes catégories de personnes qui vont intervenir. On a les institutionnels, les grandes banques, les grandes assurances, et on a également des traders particuliers, des petites banques, etc. Et en fait, les traders retail font partie un petit peu de tout ça. Donc aujourd'hui, vous le savez, les institutionnels, quand ils se déplacent sur les marchés, ils vont se déplacer d'une zone de liquidité à une zone de liquidité. Ok, c'est un peu le concept de la smart money. Donc en fait, on part du principe qu'en avance, on peut déterminer où sont placés les traders retail par rapport au scénario qui est mis en place sur le marché. Si on identifie un support ou une résistance, on sait donc par avance où sont placés les stop loss des traders retail. Donc on partira du principe qu'ils vont en fait servir de liquidité sur les marchés financiers. C'est pas forcément un terme négatif, c'est simplement un moyen de mettre un mot donc sur ce qui se passe concrètement. Donc c'est pourquoi on dit souvent que les traders retail nous servent de liquidité sur les marchés financiers. En général, quand on est un trader retail, on n'est pas forcément rentable sur le long terme. Donc je vous invite vraiment à faire attention à ce niveau-là. Smart Money Concept, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu sur les réseaux sociaux et très honnêtement, j'ai l'impression que certains traders ont tendance à complexifier en fait ce concept alors qu'en réalité, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué. Donc j'ai décidé de faire une vidéo rapide afin de vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc pour la faire très simple, le terme Smart Money, ça veut tout simplement dire l'argent intelligent. En fait, on part du principe que sur les marchés financiers, le prix va se déplacer d'une liquidité à une autre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc dans le concept Smart Money, on y retrouve deux catégories. On parlera des institutionnels et de tout simplement des autres traders, donc les traders retail ou encore même la dump money. Donc en fait, on part du principe qu'aujourd'hui, il y a certains intervenants qui ont énormément de capitaux. Donc on parle ici de grandes banques, de grandes assurances, des hedge funds, etc. Donc on parle de BlackRock, JP Morgan, voilà. Donc tout ça, en fait, ça fait partie des institutionnels. Et à côté, on a donc des traders retail, c'est donc des traders particuliers, des petites banques, des petites assurances. On part du principe aujourd'hui dans ce concept que les marchés, en fait, sont contrôlés par les personnes qui ont beaucoup de liquidités, donc en fait par les institutions. Et on part du principe que ces institutionnels vont simplement être sur les marchés en train de chasser en fait la liquidité. Ils vont tout simplement se déplacer d'une liquidité à une autre. Donc la liquidité, vous l'avez compris, c'est tout simplement les positions qui sont mises en place donc par les autres traders. Donc ces autres traders, on les appelle la dump money. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est pas un concept qui est très compliqué à comprendre sur papier. Alors bien sûr, sur les marchés, c'est un peu plus complexe parce qu'il faudra donc identifier donc les périodes de manipulation, les récupérations de liquidités, etc. Mais pour la faire très simple,
le terme Smart Money Concept, ça veut simplement donc dire ça. Qu'on a différents intervenants sur les marchés, certains ont beaucoup de capitaux et c'est eux qui contrôlent les marchés. Et naturellement, pour se déplacer sur les marchés, ils ont besoin de liquidité. Donc ils auront tendance donc sur les marchés à chasser la liquidité. Donc ils vont se déplacer d'une liquidité à une autre. Ok, donc c'est un petit peu le schéma que j'ai pu vous mettre ici. On peut voir qu'il y a donc différentes zones de liquidité. Et ils vont tout simplement venir récupérer la liquidité pour ensuite injecter leur mouvement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certains traders, ça c'est une réelle opportunité et ils vont tout simplement prendre des ordres sur les marchés donc en utilisant cette stratégie. Donc certains traders partent du principe que si le prix fluctue entre deux zones, donc on appelle ça une résistance et un support, certains vont qualifier ça de QH ou de QL, ils vont partir du principe que c'est une opportunité. Parce que si le prix en fait touche plusieurs fois cette résistance, pour eux, c'est une zone qui est quand même assez solide. De ce fait, ils auront tendance à vendre ici le marché pour en tirer profit. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Donc quand le prix va être en contact avec la résistance, ils vont vendre le marché. De ce fait, le stop loss sera placé au-dessus de la résistance. Et il en est de même quand le prix va se rapprocher du support. On peut voir ici que le prix a donc été en contact plusieurs fois avec cette zone et donc certains traders vont naturellement acheter le marché afin d'en tirer profit. Donc dans ce cas de figure, le stop loss sera placé en dessous. Donc ça, c'est une stratégie qui est très utilisée. Sincèrement, vous ne serez pas rentable à long terme avec cette stratégie. Ce qu'il faut également savoir, c'est que maintenant, certains traders ont compris cette méthodologie et donc forcément, ils essayent d'en tirer profit. De ce fait, ils vont en fait attendre que cette résistance se fasse casser pour prendre position par la suite. Car en fait, si le prix passe au-dessus de cette résistance, naturellement, il viendra récupérer les stop loss de certains traders. Donc certains vont attendre que le stop loss soit récupéré, ils vont attendre que cette résistance devienne un support et comme ça, ils vont tout naturellement donc placer un ordre à l'achat afin d'en tirer profit. Il en est de même pour la trendline, ça reste une belle zone de liquidité. Certains vont attendre donc une cassure comme celle-ci afin de vendre le marché. Donc si on descend un petit peu sur les graphiques, ici on pouvait apercevoir une trendline ici et du coup on peut voir que le prix est monté au-dessus. Donc il est venu toucher tout simplement cette résistance, donc c'est devenu un support, sauf que par la suite, il nous a délivré un très grand mouvement baissier, d'accord? Donc ça, on peut clairement voir que c'est tout simplement un scénario qui a été fait de manière volontaire par le Composite Man ou encore par la Smart Money. En fait, l'approche à avoir sur les marchés, elle est très simple. Aujourd'hui, on a, on va dire, différents intervenants. Certains, on va dire, sont les traders retail, c'est des gens qui ont peu de liquidité. Et après, on a du coup des personnes qui ont énormément de liquidité. On appelle ça le Composite Man ou encore même la Smart Money. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces figures chartistes sont mises en place par la Smart Money afin d'inciter les traders retail à se placer sur les marchés et comme ça ils vont tout simplement venir récupérer leur liquidité. Alors c'est pas parce que la Smart Money est méchante, pas du tout, c'est simplement qu'elle a besoin de liquidité pour se déplacer. Donc en mettant en place ce genre de scénario, par exemple épaule, tête, épaule, naturellement ça va inciter certaines personnes à entrer sur le marché. Et le problème c'est que une fois qu'ils sont rentrés, ils seront en fait à l'inverse du biais du Composite Man. Je m'explique. Ici on peut voir par exemple qu'on a un EQL, très bien. Les traders retail vont tout simplement vendre le marché ici parce qu'ils ont eu un épaule, tête, épaule. En fait, le problème c'est qu'une fois qu'on a récupéré la liquidité de cette EQL, on va récupérer de la liquidité acheteuse. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt ici à vendre le marché. Bien au contraire, on aura tendance à acheter le marché car la liquidité qui est récupérée nous permettra de faire un mouvement à l'achat, un mouvement haussier. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et c'est vraiment ce que je vais tout simplement moi vous inciter à faire, c'est de premièrement commencer à identifier ces figures sur les marchés, mais de ne pas les trader. Au contraire, il faudra en fait les identifier pour comprendre le sens de la liquidité, si on a une liquidité acheteuse ou vendeuse, et à partir de là, on pourra rajouter quelques confirmations et prendre position. Okay, donc l'idée, c'est vraiment de faire attention à ça, c'est de ne pas prendre le même sens que tous ces traders retail, parce que malheureusement, sur le long terme, je peux vous garantir une chose, vous ne serez pas rentable. L'effet de levier, c'est en fait un mécanisme comptable, donc financier, qui va vous permettre de gagner plus d'argent, mais également de perdre plus, en prenant donc naturellement plus de risques. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que malgré tout ce qu'on peut voir sur Internet, on ne peut pas se retrouver endetté en utilisant des effets de levier. Normalement, si on passe par un courtier qui est régulé, forcément, il va vous limiter au niveau de votre risque et vous ne pouvez pas perdre plus d'argent que ce que vous avez déjà sur votre capital de trading. Toutefois, je tiens quand même à vous préciser une chose, peu importe votre niveau en trading, que vous soyez trader débutant ou trader avancé, utiliser des effets de levier, c'est quand même quelque chose qui est dangereux, donc je vous invite vraiment à être vigilant. Ok, donc ça, c'était le premier point. Alors concrètement, quel est l'intérêt aujourd'hui d'utiliser des effets de levier ? Si aujourd'hui vous êtes trader et que vous voulez prendre des positions sur les marchés, mais que vous avez un capital faible, en utilisant des effets de levier, vous pouvez naturellement générer de très gros profits. Donc c'est souvent le cas en crypto-monnaie, je pense que vous avez peut-être déjà vu ça passer sur les réseaux. Il y a des personnes qui vont transformer une centaine d'euros en plusieurs milliers d'euros en l'espace de quelques jours. Cela est possible donc grâce aux effets de levier. Donc c'est vraiment quelque chose qui est quand même dangereux, mais sachez que c'est vraiment présent sur tous les marchés.
Donc là, on parlait de crypto-monnaie, mais pour le Forex, c'est exactement la même chose. Et j'ai envie de vous dire heureusement, parce que malheureusement, sans effet de levier, très peu de traders pourraient se placer sur ce genre de marché. Aujourd'hui, pour une personne qui veut prendre une position avec une taille de lot de 1, eh bien cela équivaut en fait à 100 000 euros. Donc si on n'a pas d'effet de levier sur le marché Forex et qu'on veut prendre une position donc de 1 de lot, eh bien il nous faut un capital de 100 000 euros. Donc vous voyez quand même à quel point ça va réduire entre guillemets eh bien, le nombre d'intervenants sur ce marché. Car concrètement, c'est compliqué d'avoir autant d'argent sur un capital de trading et c'est pas donné à tout le monde. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des effets de levier pour donner tout simplement la possibilité à plus de traders donc de se placer sur le marché. Comment ça se passe concrètement? C'est pas compliqué. Quand vous êtes connecté donc sur la plateforme de votre courtier, vous allez voir différentes mentions. Donc en général, ça sera écrit 1 pour 30, 1 pour 100, 1 pour 500. Donc ça, en fait, c'est l'effet de levier qui est autorisé par le broker. Donc en général, si vous avez des effets de levier qui sont très conséquents, il faut faire attention, le broker n'est souvent pas régulé parce que les brokers qui sont régulés vont quand même se limiter donc au niveau du risque qui sera donc tout simplement donné. Donc pour donner un exemple très simple, si vous avez 1000 euros de capital sur votre compte de trading et que vous avez un effet de levier de 1%, eh bien en fait on va tout simplement multiplier votre capital par 100 pour déterminer un petit peu le risque que vous pouvez prendre. Donc si on a 1000 euros et qu'on a un effet de levier de 1%, on le multiplie. Donc en fait, on a tout simplement un capital ici de 100 000 euros. Donc en fait, avec 1000 euros, on pourra prendre une taille de position de 1 de lot sur le marché Forex. Donc en fait, le broker va nous autoriser, entre guillemets, à prendre un peu plus de risques donc par rapport à notre capital. Vous l'avez compris, sans effet de levier, je ne peux pas prendre de position sur le marché Forex avec 1000 euros. C'est juste pas possible ou alors la taille de lot serait de 0,01, ce qui est vraiment ridicule. Donc l'intérêt aujourd'hui d'avoir des effets de levier, c'est surtout de permettre à plus de traders donc eh bien, de prendre position sur certains marchés. Alors pour la faire simple, le range c'est en fait une période durant laquelle les acheteurs et les vendeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix. Donc c'est pas forcément une période très intéressante à trader puisqu'en termes de volume ou en termes de mouvement, il y aura forcément rien de très intéressant. C'est souvent donc entre deux zones, le prix va tout simplement voilà, se balader un petit peu au milieu. Donc souvent les gens vont placer voilà, un support, une résistance et vont attendre une cassure pour trader ça. En tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai vraiment tendance à éviter de trader eh bien, le range parce que c'est pas très intéressant en termes de mouvement, on peut pas tirer grand chose sauf si vraiment vous êtes sur du scalping en secondes et là naturellement bon, vous pouvez quand même trader et prendre quelques pips, mais de manière générale, c'est pas du tout recommandé de trader un range, ça reste quand même assez risqué. Et voilà, donc pour la faire simple, c'est une tendance neutre. Donc en général, si on est en tendance neutre, il n'y a pas forcément d'intérêt à prendre de position ici. Donc pour la faire simple, l'order flow, c'est le flux d'ordre sur les marchés en temps réel et c'est vraiment ce qui va donner à chaque trader en fait des informations qui sont précieuses concernant la demande et l'offre sur un marché en particulier ou sur un actif en particulier et c'est donc ce qui fait référence eh bien, à la façon dont les ordres à l'achat ou à la vente sont exécutés sur les marchés en temps réel et c'est d'ailleurs ce qui est affiché dans le carnet d'ordre pour les personnes qui connaissent. Donc c'est clairement eh bien, ce qui va déterminer aux traders eh bien, comment vont être affichés les prix donc à l'achat ou à la vente, comment ça va être exécuté, surtout le volume qui est eh bien, présent sur le marché. Donc on sait plus ou moins donc, sur quelle zone eh bien, le nombre de traders qui aimeraient acheter par exemple ou vendre et naturellement on pourra en tenir compte dans notre analyse et dans notre prise de décision. Donc pour la faire simple, le win rate, c'est en fait le taux de succès que vous allez avoir avec votre stratégie. Donc j'ai pu vous donner ici quelques exemples. Si aujourd'hui quelqu'un vous dit j'ai un win rate de 60% avec ma stratégie, cela revient à dire que sur 10 positions, eh bien, il aura 6 positions gagnantes. Donc c'est pas pour autant que cette personne est rentable, ça ne détermine pas forcément la rentabilité, c'est simplement un moyen pour nous eh bien, d'évaluer entre guillemets eh bien, le taux de succès de notre stratégie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui a par exemple un win rate de 30%, donc sur 10 positions, il n'a que 3 positions gagnantes, eh bien c'est un trader qui peut quand même être rentable car on devra prendre dans l'équation eh bien tout simplement le RR moyen, donc le ratio risque to récompense, donc le risque que tu vas prendre pour le gain potentiel. Donc si on a par exemple un RR qui est élevé, donc dans l'exemple ici, on part du principe qu'on a un RR de 6, donc si je risque 1, je gagne 6, eh bien naturellement, même avec un faible win rate, donc de 30%, on sera quand même rentable. Donc c'est le calcul que j'ai pu vous faire ici. Donc une personne qui prend 10 positions et qui a touché 3 fois son TP a pris donc 6 R sur chacune de ses positions, donc il a fait 18 R et du coup il a perdu 7 positions, il avait risqué 1 R par position, donc il en a perdu 7. Donc quand on fait le calcul, cette personne est donc rentable puisqu'elle termine à 11 R de profit. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que notre objectif à nous, c'est d'avoir le win rate quand même le plus élevé possible, surtout quand on commence, parce que forcément, si on a un win rate élevé, eh bien naturellement, au niveau des émotions, ce sera plus simple. Donc le win rate, c'est vraiment quand on va réussir à
tirer profit sur chacune de nos positions. Donc si vous souhaitez aujourd'hui augmenter votre win rate, eh bien le premier conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est de tout simplement prendre moins de positions. Car si vous prenez moins de positions, eh bien forcément le win rate sera alors plus élevé. Aujourd'hui, si on prend un trade et qu'il est gagnant, on a 100% de win rate. Par contre, si on reprend un deuxième trade et que celui-ci est perdant, on va diviser le win rate par 2. On va directement passer à 50%. Donc vous l'avez compris, il faut prendre peu de positions, mais sélectionner simplement les meilleurs scénarios. Alors le premier R, c'est tout simplement le ratio. Le deuxième R, c'est le risque. Et le troisième, c'est la récompense. Donc en bref, c'est combien on est prêt à risquer pour gagner combien en retour. Okay, c'est vraiment pas plus compliqué. Donc comment calculer ça? C'est très simple, on va sur TradingView, on place un ordre, que ce soit à l'achat ou à la vente, et on va voir directement sur notre position qu'il est bien écrit ratio, risque et récompense. Donc ça, en fait, c'est tout simplement la pertinence du trade. Si aujourd'hui, le RR est faible, par exemple, si on a un RR de 1 pour 1, donc si je risque 10 € et que je gagne 10 €, c'est pas très intéressant. Par contre, si je risque 10 € et que j'en gagne 30, là, on peut dire que c'est pertinent. Okay, donc l'idée, c'est vraiment de calculer à chaque fois du coup la pertinence de votre trade avant de vous placer. Il y en a beaucoup, par exemple, qui vont se placer sur des RR qui sont négatifs. Honnêtement, en termes de probabilité, sur le long terme, ce n'est pas quelque chose que je vous recommande. Si vous voulez vraiment des conseils à ce niveau-là, je vous recommande personnellement de prendre un RR minimum, donc de 1 pour 3. Si on risque 10 €, on doit gagner au minimum 30 €. Okay, donc c'est un petit peu l'exemple que j'ai pu vous mettre ici. Donc après, bien sûr, peu importe votre style de trading, peu importe votre stratégie, de manière générale, c'est ce qui sera recommandé. Si vous avez un RR qui est plus faible, c'est que potentiellement vous avez un win rate qui est élevé, donc un taux de succès qui est élevé avec votre stratégie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien malheureusement, je suis contraint de vous dire que vous ne pouvez pas être rentable clairement sur les marchés. Donc il est vraiment indispensable de calculer votre ratio risque-taux récompense avant de prendre votre position. Pour la faire simple, aujourd'hui sur les marchés financiers, par exemple sur le Forex, on part du principe qu'il y a différentes sessions. On a la session asiatique, la session de Londres, la session de New York. Comme vous le savez, en général, donc, les horaires sont déjà définis par avance et on peut donc choisir la session qu'on veut trader. Cependant, en fonction de l'actif qu'on va trader, il y a, on va dire, certaines périodes qu'on peut privilégier, dont l'overlap. Donc l'overlap, c'est en fait un chevauchement entre deux sessions de marché. Ça veut dire que le nombre de transactions sera bien plus important, il y aura plus de volatilité, donc forcément, on pourra tirer plus de profits, mais ça sera bien sûr aussi un peu plus risqué. Donc l'overlap, c'est tout simplement en fait un chevauchement entre la session de Londres et de la session de New York. Donc en fait, c'est à peu près donc entre 13h et 16h. Donc après, en fonction de l'actif que vous allez trader, eh bien naturellement, vous pouvez vous orienter sur, donc on va dire, l'overlap pour tirer plus de profit. Donc bien sûr, si vous êtes intéressé, voilà, à l'idée de trader le soir, vous orienter sur le JPY par exemple, vous n'êtes pas forcément, j'ai envie de dire, impacté par l'overlap, mais par contre, si vous êtes sur l'euro USD, eh bien naturellement, vous pouvez vous orienter donc sur ces sessions, car naturellement, vous pouvez tirer plus de profit. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un EQH et qu'est-ce qu'un EQL? Donc un EQH, c'est un equal high, donc c'est quand on a des hauts de même niveau, et un EQL, c'est un equal low, donc c'est quand on a des bas de même niveau. Donc je vous ai mis ici des petits exemples. Donc ici, on peut voir un EQL, donc certains vont appeler ça un support, et juste en dessous, on aura donc un EQH, et d'autres personnes vont appeler ça une résistance. Dans tous les cas, il faut savoir une chose, c'est qu'en dessous d'un EQL, on aura de la liquidité, car certaines personnes vont tout simplement placer des ordres à l'achat, donc sur le support. Et en ce qui concerne le QH, certaines personnes vont tout simplement vendre le marché donc sur cette résistance. De ce fait, au-dessus de l'EQH, il y aura énormément de stop loss qui seront placés. Donc vous l'avez compris, on va pouvoir utiliser ça à notre avantage et prendre des positions donc en déterminant un petit peu le sens du marché et de la liquidité. Donc voici le mouvement qui est attendu dans le cas d'un EQL. On va tout simplement attendre nous à ce que le composite man, donc les grands intervenants, viennent récupérer cette liquidité en passant en dessous de l'EQL. Car une fois qu'on va casser l'EQL, on va récupérer de la liquidité acheteuse. Et ainsi, on pourra donc faire un mouvement haussier. En revanche, pour le QH, on va attendre à ce que le prix vienne récupérer la liquidité au-dessus de cette zone. Car en passant au-dessus de l'EQH, on va récupérer les stop loss des traders retail. De ce fait, on va récupérer de la liquidité vendeuse, nous permettant donc de vendre le marché. Donc vous l'avez compris, ça va être des confirmations. On ne peut pas se baser uniquement sur un EQH ou un EQL pour entrer en position. Ça doit faire simplement partie d'une stratégie, mais dans tous les cas, il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui est très puissant et qui fonctionne très bien. Si on passe un petit peu sur les graphiques, on peut voir par exemple ici un EQH. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'EQH ou l'EQL ne doit pas être forcément au pips près. Il faut vraiment comprendre ici le concept. En fait, quand on aura des résistances ou
ou des supports, eh bien cela va inciter certains traders à prendre position sur le marché. De ce fait, elles vont placer des ordres stop loss et nous, du coup, on va tout simplement pouvoir les utiliser donc à notre avantage. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est pas très compliqué. Je pense qu'on peut en identifier quand même assez régulièrement. Donc ici, par exemple, on peut voir un EQL. On voit que le prix est passé en dessous, il a récupéré la liquidité et derrière, il a explosé. Donc vous voyez, c'est vraiment l'exemple que j'ai pu vous montrer précédemment. On a un EQL, il vient le récupérer et par la suite, il peut injecter son mouvement. Comment identifier un boss et un cos? Tout d'abord, qu'est-ce que le boss? C'est tout simplement un break of structure. Donc c'est quand on a un changement de tendance, quand on a une cassure de la structure. Et le cos, c'est tout simplement une continuation de la structure. Donc ici, je vous ai donné quelques exemples. On serait donc en tendance haussière, comme on peut le voir ici. Eh bien, dans la mesure où le dernier lot va être cassé, on dira qu'on a un break of structure. Donc en fait, on a une cassure de la tendance et on va donc passer tout naturellement baissier. Ok? Donc on est en tendance haussière, le dernier lot vient d'être cassé, alors on pourra l'identifier avec un petit trait comme ça et on dira qu'il y a eu un boss, un break of structure parce qu'on est passé baissier. Ensuite, on peut également voir qu'on est par exemple ici en tendance baissière. Donc quand le dernier high sera cassé, donc le dernier point le plus haut, il sera cassé, on dira qu'on a encore une fois un boss, un break of structure, puisqu'on passera de la tendance baissière à la tendance haussière. Ok, donc on peut l'identifier de cette manière-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très simple à identifier sur les marchés. Il faut simplement faire attention aux structures. Ok, il faut vraiment faire attention aux low et aux high. Et à partir de là, c'est vraiment super simple. Et en ce qui concerne le cos, c'est simplement quand on aura une continuation de la tendance. Donc ici, on est en tendance haussière, on a le mouvement de continuation, on a un retracement, et ensuite on voit que le mouvement de continuation va venir casser le dernier point le plus haut. Donc en fait, il va casser le dernier high. Donc ici, on dira qu'on a un cos puisqu'on a une continuation de la tendance. Okay, et dans le marché baissier, on a exactement la même chose. Ici, on a mouvement de continuation, c'est un mouvement baissier. Le retracement, c'est un mouvement haussier. Et quand on aura le mouvement ici baissier qui viendra casser le dernier plus bas, donc le dernier lot, alors on dira qu'on a un cos parce qu'on aura une continuation de la tendance. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est pas plus compliqué. Je vous invite tout simplement à vous rendre sur les graphiques et à vous exercer. Comment identifier un shosh et surtout en quoi cela consiste? Donc je vous ai donné deux exemples. On est ici dans une tendance haussière et ici on est dans une tendance baissière. Comme ça on aura vraiment les deux scénarios. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tendance haussière, on aura des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc on dira que dans une tendance haussière, on a des lows, donc des points bas, qui sont protégés. Donc pour identifier un shosh, c'est pas compliqué. Premièrement, on va attendre que le point haut soit cassé. Donc en fait, on aura un boss, donc break of structure ou un cos, continuation de la structure. Une fois qu'on a eu ce premier mouvement, donc cette cassure, on va attendre que le prix revienne tout simplement faire un retracement et casser donc le dernier plus bas. Car si le prix vient casser le dernier plus bas, on ne sera plus en tendance haussière, mais on sera passé en tendance baissière. Et en fait, c'est sur cette transition qu'on parlera du mot shosh. Donc vous l'avez compris, le shosh sera situé ici, puisque le prix est venu casser le dernier plus bas. Donc à partir de ce shosh, on ne sera plus en tendance haussière, mais on sera passé en tendance baissière. Okay, donc pour l'identifier, ce shosh, avant, bien sûr, on va devoir identifier un changement de structure. Donc ça peut être un boss ou un cos, c'est exactement la même chose. Maintenant, si on s'intéresse à la tendance baissière, c'est exactement le même principe. Donc en tendance baissière, vous le savez, on a des lows, donc des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas également. Donc on parlera ici d'un high protégé. Ça veut dire que le point haut sera à chaque fois protégé en tendance baissière. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On attend la cassure du dernier point bas. Donc ici, on peut voir qu'on a eu la cassure, c'est parfait. Donc on parlera d'un boss, break de la structure ou d'un cos, continuation de la structure. Et après, quand le prix va se retourner, naturellement, si le prix vient casser le dernier point le plus haut, on ne sera plus en tendance baissière, on sera passé en tendance haussière. Donc on parlera ici d'un shosh, puisque c'est à l'aide de ce mouvement qu'on aura le changement de tendance. Donc vous l'avez compris, le shosh, c'est un peu la transition entre une tendance baissière et la tendance haussière, ou entre la tendance haussière et la tendance baissière. Donc vous l'avez compris, c'est pas très compliqué à identifier sur le marché. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le complexe pullback, pour moi, c'est vraiment une création de liquidité. Certains vont peut-être appeler ça aussi un range. Alors dans tous les cas, pour l'identifier, vous devez d'abord commencer par regarder la structure du marché. Donc ici, on peut voir qu'on était en tendance haussière. Ensuite, on va identifier le low et le high, donc le point le plus bas et le point le plus haut. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre soit la cassure du point le plus haut, soit la cassure du point le plus bas.
Dans la mesure où on n'a pas la cassure donc du high ou du low, eh bien on dira que les mouvements qui sont donnés, c'est du complexe pullback. Donc c'est vraiment de la création de liquidité. Donc ce qui est intéressant, c'est que si le prix vient casser directement le point le plus haut, donc il casse le high et qu'on est en tendance haussière, alors on dira qu'on a eu un COS, donc une continuation de la tendance. Par contre, s'il vient casser le low, donc le point le plus bas, alors on dira qu'on a eu un break de la tendance, donc une cassure de la tendance. Donc on pourra tout simplement bien déterminer ici qu'on passe par exemple en tendance baissière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la liquidité, donc toute la fluctuation qui a lieu dans ce rectangle, donc entre le high et le low, eh bien ce sera de la création de liquidité et on appellera ça donc un complexe pullback. Maintenant, si on passe sur les graphiques, eh bien on peut tout simplement identifier un petit complexe juste ici. Donc on avait un high, on avait un low, eh bien tout ce qui se passe à l'intérieur, toute cette fluctuation, eh bien ce sera tout simplement de la création de liquidité. Donc c'est vrai que c'est une période qui n'est pas forcément très intéressante et très pertinente pour entrer en position. L'idée, ça va être vraiment d'attendre donc la cassure, qu'on ait soit un COS, donc une continuation de la tendance, ou un boss, donc un break de la tendance. Donc ici, on peut voir que le prix est venu casser le dernier lot. Donc on va tout simplement changer de tendance et on va passer donc sur une tendance baissière. Donc je vous ai mis ici un exemple qui est vraiment concret pour le coup. On peut voir que le prix était donc ici sur 10 euros, c'est monté donc aux alentours de 20 euros. Donc on peut voir que durant cette hausse, le composite man, donc les grands intervenants, ont placé des positions à l'achat. Et on peut également voir que le marché s'est retourné par la suite puisqu'il est revenu donc aux alentours de 7 euros. Ok, donc on peut voir ici que les grands intervenants, donc le composite man, a des positions ici qui sont en perte latente, puisqu'en fait, durant cette hausse, il a placé des positions à l'achat, sauf que le marché s'est retourné. Donc en fait, on peut en conclure que ici, aux alentours de 20 euros, le composite man avait placé des ordres à l'achat. Mais étant donné que le prix est tombé à 7 euros, eh bien naturellement, on peut en conclure que les positions qui sont ici à l'achat sont actuellement en perte latente. De ce fait, on peut en conclure que c'est une zone qui est intéressante puisque à un moment donné, le composite man, donc les grands intervenants, vont devoir revenir dans cette zone pour clôturer les positions qui sont en perte latente. Et en fait, on va appeler ça une supply zone. Donc au niveau des supplies, on a deux types de supply. Il y a la supply qui est initiale, donc c'est celle qui sera en haut de la structure. Donc la supply, c'est vraiment appliqué dans des tendances baissières. Le but étant de short le marché quand le prix va venir dans cette zone. Alors bien sûr, on ne peut pas utiliser la supply comme stratégie en tant que telle, c'est simplement une confirmation supplémentaire. Et ensuite, on retrouve donc la supply intermédiaire. Celle-ci aura lieu donc tout simplement dans une tendance baissière. Ce sera donc sur des phases de retracement. Ok, donc l'idée, c'est vraiment de prendre en compte ces zones de supply pour tout simplement intervenir sur les marchés. Donc vous l'avez compris, en tendance baissière, le composite man va donner un mouvement baissier, sauf qu'à un moment donné, il devra quand même faire un retracement conséquent pour revenir donc clôturer ses positions. Et en général, ce retracement reviendra donc dans une supply zone, donc qui sera initiale, pour délivrer par la suite un mouvement baissier qui sera bien plus conséquent. Donc je vous ai mis un petit exemple. On peut voir qu'on avait un grand mouvement baissier à ce niveau-là, donc le prix était passé par exemple de 10 euros à 2 euros, et on peut constater que durant ce mouvement baissier, il y a des positions qui ont été placées à la vente. Donc ça, on va partir du principe que c'est des positions qui ont été placées donc par des grands intervenants, donc par le composite man, la smart money, des grandes banques, des grandes assurances, etc. Cependant, on peut voir que par la suite, le marché s'est retourné et actuellement, le prix est remonté donc à 10 euros. Donc ici, on peut en conclure que certaines positions du composite man sont en perte latente, puisque à ce niveau-là, donc aux alentours de 2 euros, on peut voir qu'il y avait des positions à la vente. Cependant, si le prix remonte à 10 euros, on peut en conclure que des positions qui ont été placées à ce niveau-là à la vente sont actuellement en perte latente. Ok, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer en fait ici une zone. Cette zone va s'appeler en fait la demand. C'est une demand zone qui est initiale parce que c'est celle-ci qui est à l'origine du mouvement haussier. Ok, et c'est dans cette zone qu'on aura le plus de positions en perte latente. Ok, parce que à ce niveau-là, quelqu'un qui vend le marché à 10 euros, si le marché revient à 10 euros, cette personne n'est pas en perte. Par contre, si quelqu'un a vendu le marché à 2 euros et que l'actif est monté par la suite à 10 euros, naturellement, cette personne sera en perte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va attendre que le prix revienne dans cette demand pour clôturer des positions qui sont en perte latente, mais également récupérer de la liquidité afin d'injecter un mouvement qui sera bien plus conséquent. La demand a lieu souvent dans une tendance haussière. Le but pour nous, c'est d'identifier cette zone pour placer des longues sur le marché. Okay, donc, vous l'avez compris, il y a la demand initiale qui est donc à la base de la structure, donc de la tendance, et ensuite on a des demands intermédiaires qui auront lieu donc sur des retracements. Donc la smart money aura tendance à revenir à chaque fois dans cette zone pour clôturer des positions qui sont en perte latente.
Donc tout d'abord, eh bien, qu'est-ce qu'un order block? C'est simplement eh bien, un bloc d'ordre qui est sur les marchés, mais qui est en fait à l'inverse du biais. Donc si on est en tendance haussière, eh bien, on dira que eh bien, les positions qui sont du coup à la vente sont tout simplement un order block pour nous. Donc en fait, l'order block, c'est quelque chose qui est laissé par la smart money. C'est des traces qu'on va pouvoir lire sur les marchés afin d'identifier potentiellement les mouvements à venir. Donc je vous ai donné quelques exemples pour que ce soit plus simple pour la compréhension. Donc on va partir du principe qu'on est en tendance haussière. Donc on va identifier les lows, les highs, on va regarder les mouvements de continuation, les mouvements de retracement, et à partir de là, on va pouvoir identifier eh bien, les zones d'order block. Donc sachez que peu importe la time frame, vous allez pouvoir donc eh bien, les identifier. Donc ici, on a un mouvement de continuation, c'est un mouvement à l'achat, parce qu'on est dans une tendance haussière. Ensuite, on a un retracement ici, c'est un mouvement baissier. Donc en fait, eh bien, durant ce mouvement baissier, on dira que le composite man, donc la smart money, eh bien, a placé des ordres à la vente. Cependant, on est en tendance haussière. Donc on dira en fait eh bien, que ces positions qui ont été placées à la vente vont se retrouver en perte latente. Ok, parce qu'à ce niveau-là, ils ont vendu le marché, sauf que le marché est monté par la suite. Donc du coup, eh bien, toutes ces positions-là se retrouvent en perte latente. Donc ici, on dira qu'il y a un order block. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, le composite man, donc la smart money, les grands intervenants, eh bien, vont devoir revenir dans cette zone, donc dans ce bloc, afin de clôturer les positions qui sont en perte latente. Ok, donc en clôturant ces positions, ils vont également récupérer de la liquidité et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir eh bien, effectuer des mouvements. Donc ça, c'était dans le cas d'une tendance haussière. Maintenant, dans le cas d'une tendance baissière, c'est exactement le même principe. Ici, on a des mouvements de continuation, donc c'est des mouvements baissiers. Ensuite, on a des retracements, c'est des mouvements haussiers. Donc si on a un mouvement haussier, ça veut dire que eh bien, la smart money a placé des ordres à l'achat. Cependant, on peut voir que la tendance est baissière, donc le prix est tombé. Donc forcément, si la smart money avait acheté à ce niveau-là et que le prix est à présent ici, eh bien on dira que ces positions sont en perte latente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement eh bien, identifier ça comme un order block. Donc c'est des ordres qui sont à l'inverse du biais et on sait que le composite man, donc la smart money, eh bien, devra revenir dans cette zone afin de clôturer ses positions. Et du coup, on aura souvent eh bien, un retracement qui sera assez conséquent durant lequel eh bien, le composite man va en fait clôturer ses positions. Donc maintenant, si on passe sur les marchés, eh bien, on peut voir ici par exemple eh bien, qu'on était dans une tendance baissière. Ok, je pense que c'est assez visible. Ici, on avait un mouvement du coup haussier. Donc c'était tout simplement un retracement. Et du coup, après, on avait mouvement de continuation. Et ensuite, on peut voir que le retracement ici est quand même bien plus conséquent puisqu'en fait, il est venu eh bien, dans ce bloc pour refermer des positions qui sont en perte latente. Et juste après avoir refermé ces positions, on peut voir eh bien, qu'il a injecté de nouveau et du coup, on est clairement repassé baissier. Ok, donc on peut ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les marchés, on pourra identifier énormément de blocs. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'identifier les plus pertinents. Ok, donc ici, c'était en fait le dernier mouvement haussier avant la chute du marché. Ok, étant donné que c'est le dernier mouvement haussier avant la chute du marché, eh bien la smart money aura tout intérêt à revenir à l'intérieur de ce bloc pour clôturer des positions et injecter de nouveau du coup eh bien, le mouvement initial qui était donc baissier ici. Donc pour la faire simple, le POI c'est le point of interest, donc c'est le point d'intérêt. C'est en fait une zone qui est très importante pour nous, mais également pour le composite man, puisque le composite man va en fait se servir de cette zone pour aller clôturer des positions, récupérer de la liquidité avant de donner donc son mouvement. Donc je vous ai mis ici quelques exemples afin de vous montrer un petit peu en quoi cela consiste sur graphique. Donc ici on part du principe par exemple qu'on est en tendance baissière. Eh bien, le POI, c'est tout simplement une zone eh bien, dans laquelle on va retrouver les ordres qui seront les plus en perte latente. Donc aujourd'hui, si on regarde ce mouvement baissier, eh bien, naturellement, on peut voir qu'on avait un retracement ici assez conséquent, donc des positions acheteuses qui vont se retrouver en perte latente, parce qu'on peut voir ici que actuellement le marché est à ce niveau-là. Donc ici, le composite man, s'il a placé des ordres à l'achat et que actuellement le prix est à ce niveau-là, eh bien, on partira du principe que le composite man a des positions qui sont en perte latente. Donc les positions qui sont les plus en perte latente sont situées eh bien, dans ce retracement puisque c'est le point le plus haut donc, de cette tendance baissière. Okay, donc ça, on dira que c'est une zone importante, donc on dira que c'est un POI puisque le composite man devra revenir dans cette zone afin de clôturer ces positions qui sont en perte latente, mais aussi récupérer de la liquidité afin d'injecter un mouvement qui sera beaucoup plus conséquent par la suite. Donc ça, c'était dans une tendance baissière. Et ensuite, on a exactement le même scénario dans une tendance haussière. Donc ici, on avait un retracement, donc c'est un mouvement baissier. C'était tout simplement des positions qui ont été placées à la vente, sauf que là, on est du coup en tendance haussière, donc c'est des positions qui se retrouvent en perte latente. Donc naturellement, le composite man devra revenir dans cette zone afin de clôturer ces positions qui sont en perte latente et par la suite donc injecter de nouveau la liquidité qu'il aura récupérée. Alors pour la faire simple, un gap, c'est un espace de cotation laissé vierge sur le graphique
d'un actif ou d'un produit financier et il traduit un déséquilibre soudain entre l'offre et la demande. Donc c'est quelque chose qui a généralement lieu entre la clôture et l'ouverture des marchés financiers. Donc si on prend l'exemple avec le Forex, eh bien le marché va clôturer le vendredi soir et va ouvrir donc le dimanche soir. Donc naturellement, entre cet espace, il y aura parfois un gap qui sera présent sur les marchés. C'est donc un trou au niveau de la cotation. Donc c'est ce qu'on peut retrouver ici. Je vous ai donné un exemple. Donc c'est quelque chose qui est quand même très pertinent, surtout si vous tradez la liquidité par exemple sur les marchés, puisque ça va vous donner quelques informations pertinentes à prendre en considération avant de prendre une quelconque position. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce gap va être intéressant pour le composite man, puisque ce sera une zone qu'il va venir refermer afin de clôturer donc des positions par exemple qui sont en perte latente. Donc naturellement, en fonction de votre style de trading, en fonction des concepts que vous utilisez, le SMC, le ICT, etc., naturellement, vous pourrez prendre en considération le gap qui est présent sur le marché avant de prendre votre décision. Donc pour la faire simple, ça consiste à prendre beaucoup trop de positions sur les marchés financiers et en règle générale, on aura tendance à perdre le contrôle au niveau des émotions et à faire un peu n'importe quoi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'overtrading, de manière générale, je pense que pour 95% des traders, ce ne sera pas bénéfique et c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Donc premièrement pour vous mettre en garde et deuxièmement pour vous expliquer pourquoi c'est quelque chose à éviter. Donc tout d'abord, l'overtrading, c'est quelque chose qui va intervenir souvent à la suite donc, de quelques pertes. On aura souvent tendance à vouloir se rattraper, à vouloir se venger et donc naturellement à prendre de plus en plus de positions. Donc comment éviter l'overtrading? C'est très simple, l'idée ça va être de mettre en place un plan de trading qui est très strict et qu'on va devoir respecter. Pour vous donner une idée, moi aujourd'hui je me limite à 2 prises de position par jour. Donc vous n'êtes pas obligé de reproduire la même chose, mais c'est simplement pour vous donner un exemple. Donc je vous invite quand même à vous fixer une limite, ça peut être sur les performances de la journée. Si par exemple vous êtes à moins 2%, vous arrêtez de trader. Ça peut être sur le nombre de trades comme moi par exemple à 2 trades et à partir de là vous verrez que ce sera quand même beaucoup plus sympa. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui notre intérêt à nous sur les marchés financiers, c'est naturellement d'être exposé le moins possible au risque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on est dans l'overtrading et qu'on prend beaucoup de positions, naturellement, on dira qu'on est beaucoup exposé au risque. Donc, je vous ai donné un exemple. Si on prend une position et que celle-ci est gagnante, qu'on a réussi à en tirer profit, on dira alors que le win rate est de 100%. Par contre, si on prend un deuxième trade juste derrière et que celui-ci, malheureusement, a touché notre stop loss, alors on dira forcément que c'est une perte et que notre win rate est passé à 50%. Donc en fait, vous voyez très rapidement que en prenant une position supplémentaire, on vient diviser notre win rate par 2. Notre objectif en tant que trader rentable, c'est forcément d'avoir le win rate le plus élevé possible, tout en prenant du coup le moins de risques. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à croire que pour maximiser les profits sur les marchés, il faudra trader davantage ou prendre plus de risques. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Sur le long terme, si vous êtes amené à prendre beaucoup de positions, je peux vous garantir que ça va se ressentir au niveau de votre win rate, mais surtout au niveau de vos performances. Donc je vous invite dès maintenant à mettre en place un plan de trading qui est bien solide afin de limiter vos prises de position sur les marchés. Donc pour la faire simple, l'ETF c'est l'Exchange Traded Fund et le CFD c'est le Contra for Difference. Donc c'est des produits dérivés d'actifs sous-jacents qui nous permettent d'investir sur les marchés boursiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ETF c'est souvent utilisé pour du long terme, c'est un peu plus de l'investissement, alors que le CFD c'est plus sur du court terme. Ensuite en termes de risque, c'est pas la même chose. Quand on parle d'ETF, souvent, on aura tendance à prendre plusieurs actifs en même temps dans notre portefeuille. Donc, on va réduire le risque. Alors que le CFD, forcément, ce sera plus risqué parce qu'on pourra directement trader un seul actif. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que quand on parle de CFD, on peut prendre des positions donc à l'achat ou à la vente sans posséder l'actif. C'est par exemple ce que je fais moi, sur le Forex. Quand je vais prendre une position sur l'euro USD, je vais simplement trader les variations. Alors que quand on parle d'ETF, on va devoir posséder l'actif et c'est de cette manière-là qu'on va tirer en profit sur du long terme. Par exemple, si on prend une action et que celle-ci verse des dividendes, si c'est sur ETF, naturellement on pourra récupérer des profits. Par contre, si c'est sur du CFD, on ne pourra pas retirer de profit puisque l'action ne nous appartient pas. Je pense que vous voyez un petit peu la différence. Donc après, en ce qui concerne forcément la sécurité, vous l'avez compris, si vous souhaitez partir sur du plus long terme et prendre moins de risques, naturellement les ETF, je pense que ça pourra vous correspondre. Donc pour la faire simple, il existe 2 types de corrélations. Il y a la corrélation positive et la corrélation négative. Donc je vais vous expliquer très rapidement en quoi cela consiste. Mais la première chose à savoir, c'est comment déterminer si une paire est corrélée avec une autre ou elle ne l'est pas. Donc si on est dans une corrélation positive, on partira du principe que les paires vont tout simplement se suivre entre elles. Donc si par exemple sur l'euro USD, on est dans une tendance haussière, on partira du principe que sur le GBP USD, on est également en tendance haussière. Alors bien sûr, on n'aura pas exactement les mêmes mouvements, mais on sera dans la même tendance. Ça, c'est quand on est dans une corrélation positive.
Maintenant, quand on est en corrélation négative, c'est l'inverse. Ça veut dire que si aujourd'hui j'ai une paire qui est sur une tendance haussière, eh bien la paire qui n'est pas corrélée positivement sera à l'inverse. Donc aujourd'hui, si on prend l'exemple avec l'euro USD, on est en tendance haussière. Si on regarde sur l'USD CHF au même moment, eh bien naturellement, on sera en tendance baissière. Donc ce sera vraiment l'inverse. Alors sachez qu'on ne peut pas utiliser uniquement les corrélations pour entrer du coup en position. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les corrélations comme confirmation. Si aujourd'hui je suis sur l'euro USD, j'ai fait une analyse, j'aimerais acheter sur le marché car on est dans une tendance haussière, j'ai une opportunité, je vais naturellement regarder le GBP USD. Si je vois qu'on est également dans une tendance haussière, qu'on a tendance à casser les derniers plus hauts, eh bien forcément ce sera une confirmation supplémentaire dans mon analyse et je pourrai donc acheter le marché sur l'euro USD afin d'en tirer du profit. Le backtesting est un indispensable pour tout trader rentable. Donc pour les personnes qui ne savent pas en quoi cela consiste, c'est très simple. Le backtesting, c'est vraiment en fait quelque chose qui va vous permettre de tester la pertinence d'une stratégie en s'appuyant donc sur des données historiques. Donc vous l'avez compris, l'idée ici c'est d'avoir une stratégie et un plan et on va tout simplement se rendre sur TradingView, on va utiliser le mode replay et on va tout simplement tester notre stratégie sur plusieurs mois, sur plusieurs années afin de récolter le maximum de data, donc le maximum d'informations pour donc tout simplement déterminer le win rate, donc le taux de succès de notre stratégie, mais également le RR moyen qu'on va pouvoir obtenir. Et grâce en fait à toutes ces données, on va pouvoir se projeter sur les mois à venir, sur les années à venir. L'idée ici, c'est pas de backtester un mois ou deux, mais c'est vraiment de backtester plusieurs années. Donc au plus, vous aurez de data et au plus solide sera votre stratégie. Ok. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller directement sur les graphiques et je vais vous expliquer en détail comment je fais le backtesting. Donc moi personnellement, j'utilise l'application TradingView. C'est une application qui est 100% gratuite. Par contre, dans cette application, je vais utiliser une option qui est payante, qui est le mode replay. Donc pour en bénéficier, vous devez prendre un abonnement. Donc ça coûte une dizaine d'euros par mois et grâce à ça, vous aurez la possibilité de vous déplacer sur les marchés. Donc vous pouvez en fait tout simplement aller sur des périodes qui sont passées. Ça peut être une semaine, un mois, un an, peu importe. Et en fait, à partir de là, vous allez appliquer votre stratégie, suivre votre plan de trading, placer des ordres sur les marchés. Donc par exemple comme ceci, on va mettre un take profit, notre stop loss et on va tout simplement faire défiler en fait le marché en cliquant donc sur le bouton play. L'idée ici, c'est aussi de travailler son management. Donc vraiment essayer de vous mettre en conditions réelles. Alors au niveau de la psychologie, vous n'allez pas travailler la psychologie parce que c'est du backtesting, mais pour le management, je pense que vous pouvez quand même essayer de travailler tout ça. Alors l'idée, c'est de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des résultats sur cette stratégie et de noter donc dans votre journal les performances que vous allez réaliser. Donc ici, par exemple, j'aurais pu noter que j'ai touché le take profit 4,40 R et on est le mercredi 17 janvier. Et vous l'avez compris, à partir de là, vous aurez pas mal de données que vous allez pouvoir analyser et par la suite, vous aurez donc tout simplement apporté des modifications si nécessaire sur votre stratégie pour l'améliorer. Alors pour les personnes qui ne savent pas en quoi cela consiste, c'est très simple. Un journal de trading, c'est un outil qui est souvent sous forme de tableau qui va en fait répertorier l'ensemble des informations concernant vos prises de position sur les marchés financiers. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Il y a différentes manières de faire un journal de trading. J'ai simplement voulu vous partager mon journal. Alors sachez que les informations que j'ai pu remplir ne sont pas des vraies informations, c'est simplement à titre d'exemple. Mais en tout cas, voici ce que moi je vous recommande de faire. Donc premièrement, il est important de préciser l'horaire sur lequel vous allez trader, de mettre également le jour, si c'est le lundi, si c'est le jeudi, si c'est le vendredi. Ensuite, vous allez mettre la paire que vous avez tradée. Donc moi par exemple, j'ai mis euro USD, la semaine sur laquelle vous avez tradé. Donc comme vous le savez, sur un mois, on a différentes semaines, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. En fonction de ça, comme ça, on pourra prendre des décisions sur les prochains mois. Ensuite, on va mettre si c'est un trade de retracement ou de continuation. On mettra le résultat, donc tout simplement de cette position, si c'était un gain, si c'était un BE ou si c'était une perte. On mettra également du coup, si on a acheté le marché ou si on a vendu. Ensuite, on mettra la performance en termes de RR, le lot qui a été utilisé, la psychologie sur le moment T. Ensuite, on pourra mettre également une photo avant de prendre la position et une photo après. Comme ça, si on revient sur notre journal, peut-être, je ne sais pas, un mois après, 2 mois après, ce sera beaucoup plus sympa de retrouver quelques photos. Ensuite, on peut également préciser la taille de notre stop loss en termes de pips et on peut ajouter un petit commentaire pour décrire un petit peu la situation, comment nous on s'est ressenti par rapport à cette position, ce qui s'est passé, ce qu'on aurait pu améliorer, etc. Donc l'idée c'est quoi? C'est de simplement prendre du coup ce journal et d'en faire un bilan très régulièrement, donc ça peut être à la fin de la semaine, à la fin du mois, afin d'identifier donc en détail ce qui a pu poser problème, du coup les choses qu'on a pu également bien faire. En fait l'idée ça va être vraiment d'apporter des améliorations encore et encore, donc par rapport à tout ce qu'on a pu écrire. Donc
Donc si je vois par exemple que pendant la semaine 3 et la semaine 4, j'ai beaucoup trop de pertes, eh bien pour le mois prochain, je vais tout simplement arrêter de trader durant la semaine 3 et la semaine 4. Et ensuite, je vais regarder un petit peu au niveau des résultats ce que ça donne. Ensuite, c'est pareil, si je vois que par rapport à mes positions, eh bien à chaque fois que je vends le marché, eh bien je n'arrive pas à en tirer profit, je réalise beaucoup de pertes, eh bien pour le mois d'après, je vais tout simplement arrêter de vendre le marché. Je prendrai que des opportunités à l'achat. Ensuite, il en est de même sur les paires que je vais trader. Si je vois que par exemple sur, je sais pas, le GBP USD, je fais beaucoup trop de pertes, alors je vais arrêter de trader le GBP USD et me focaliser par exemple sur l'euro USD si c'est un actif donc sur lequel j'ai pas mal de résultats. Ensuite, au niveau par exemple eh bien, de la taille du stop loss, si je vois que à chaque fois que mes stop loss sont trop petits, eh bien j'ai tendance à réaliser des pertes, et bien naturellement, je vais arrêter d'utiliser des petits stop loss et je vais tout simplement voilà, prendre un stop loss qui sera plus conséquent, quitte à réduire un petit peu le RR, au moins ça pourra peut-être augmenter le win rate. Donc vous l'avez compris, le journal de trading, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable et que je vous invite d'ores et déjà eh bien, à utiliser dans votre trading. Donc pour la faire très simple, le spread, c'est la différence de prix entre le cours d'achat et le cours de vente. Donc aujourd'hui, quand vous êtes par exemple sur TradingView et que vous êtes sur les marchés en temps réel, eh bien naturellement, quand vous êtes sur un actif, il y aura certainement un prix qui sera affiché. Par contre, quand vous allez exécuter un ordre sur les marchés, eh bien bizarrement, vous ne serez jamais exécuté sur le prix qui était affiché sur TradingView. Il y aura toujours un décalage, que ce soit pour l'achat comme pour la vente, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce spread va varier en fonction de votre broker. Certains brokers vont vous proposer des spreads qui sont tout petits. Par contre, il y en a certains qui vous proposeront des spreads qui seront beaucoup plus importants. L'idée ici, c'est de comprendre un petit peu eh bien, votre style de trading, si vous êtes sur du scalping, du day ou même du swing. Et c'est à partir de là eh bien, que vous pouvez déterminer si vous avez besoin d'un petit spread ou alors d'un spread qui est un peu plus conséquent. En ce qui me concerne, je suis sur du scalping, donc naturellement, j'ai tout intérêt à avoir un spread qui est très petit. Car comme vous l'avez compris, c'est la différence entre le prix qui est affiché et l'exécution. Donc si moi je suis sur du scalping en secondes, j'ai tout intérêt eh bien, à être exécuté sur le prix qui est vraiment affiché. Okay, donc ça c'était vraiment le premier point. Ensuite, en ce qui concerne aussi l'actif que vous allez trader, eh bien, le spread va naturellement changer. Si vous êtes sur le Forex, eh bien, dites-vous que les paires majeures eh bien, naturellement auront des spreads qui seront plus petits. Par exemple l'euro USD, en ce qui me concerne, je suis à 0 pour le spread. Par contre, pour les paires mineures, eh bien, le spread sera alors beaucoup plus conséquent. Une prop firm, c'est quoi? C'est en fait une société avec laquelle on va pouvoir travailler. C'est une société qui peut nous prêter des fonds, donc du capital, avec lequel on va pouvoir placer des ordres sur les marchés afin d'en tirer profit. Donc la première étape, c'est quoi? C'est d'aller sur Google, on va taper le nom d'une prop firm, par exemple FTMO ou peu importe, et à partir de là, on va en fait sélectionner le capital eh bien, qu'on aimerait obtenir. Donc en fait, une fois qu'on a fait la sélection, on va devoir payer en fait des frais d'inscription pour passer un examen. Donc c'est un examen en ligne, on n'a pas besoin de diplôme ou quoi que ce soit. Ils vont donc eh bien, nous donner un capital virtuel donc à la hauteur de ce qu'on avait demandé, et à partir de là, on va donc passer un examen en 2 étapes. La première étape, elle est simple, il faut donc réaliser eh bien, une performance de plus de 8%. Donc certains vont demander 8%, d'autres vont demander 10%. Et dans la mesure où on a bien réussi à respecter du coup les critères qui ont été donnés, que ce soit au niveau du management, donc du risque, et au niveau donc eh bien, des performances, eh bien naturellement elles vont valider le premier challenge et nous donner donc un deuxième challenge. Le deuxième challenge sera là uniquement pour tout simplement confirmer un petit peu du coup de leur côté eh bien, que vous êtes bien compétent et que c'était pas de la chance. Donc le deuxième challenge, c'est quoi? C'est tout simplement une performance qui devra être réalisée à hauteur de 5%. Alors sachez que de manière générale, vous n'avez pas de restriction au niveau des délais pour donc tout simplement passer ces examens. Dans la mesure où vous avez réussi à passer ces 2 challenges, alors on dira que vous êtes financé. Donc ça veut dire que vous allez obtenir eh bien, ce capital sur un compte de trading et vous allez naturellement réussir à prendre position avec quotidiennement, tout en respectant bien sûr quand même certaines règles donc au niveau donc eh bien, du risque qui est encouru. Sachez tout de même qu'une fois que vous avez réussi à faire quelques profits, vous pouvez alors retirer jusqu'à 80% de vos gains et du coup ils vont récupérer les 20% donc afin de se rémunérer. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette prop firm est donc un moyen assez sympa pour fructifier son capital. Cependant, si vous n'êtes pas rentable, même si avec un peu de chance vous avez réussi à passer les examens, eh bien, sur le long terme vous n'allez pas réussir en fait à garder le capital et vous allez tout simplement finir donc par le perdre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça c'est vraiment une récompense. La prop firm intervient uniquement dans la mesure où on est déjà rentable et qu'on n'a pas forcément un très gros capital. D'ailleurs, j'avais validé une prop firm en direct
C'est une vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube, donc vous tapez Forex Invest et vous aurez donc directement accès à cette vidéo. Donc j'ai validé une prop firm en live afin de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai même effectué quelques retraits. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à consulter tout ça. Comment identifier l'overextension sur les marchés? La première chose à comprendre, c'est que sur les marchés, on va pouvoir identifier différentes structures. On aura des structures haussières, des structures baissières, on aura la liquidité acheteuse, la liquidité vendeuse, des mouvements de continuation, des mouvements de retracement. En fait, on va prendre en compte tout ça pour tout simplement déterminer si le marché est en période d'overextension. Donc en fait, le terme overextension, ça veut dire que le marché est surétendu. Ok? Donc ici, je vous ai donné un exemple qu'on retrouve très souvent sur les marchés. Donc là, on n'est pas dans une période d'overextension puisqu'on peut voir que on est dans une tendance haussière. Le composite man, donc les gros intervenants, ont pu réaliser des retracements pour récupérer de la liquidité et c'est ce qui leur a permis d'effectuer ce mouvement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici on n'a pas de problème de liquidité puisqu'à chaque retracement, comme on peut le voir ici, la liquidité est récupérée. En revanche, si on s'intéresse maintenant à ces deux scénarios, on peut voir que le composite man, donc les grandes institutions, n'auront pas ici l'opportunité de récupérer de la liquidité puisqu'en fait les retracements sont beaucoup trop faibles. Ici on a un grand mouvement de continuation et ensuite on a un tout petit retracement. Et en fait ce retracement ne sera pas suffisant pour le composite man pour qu'il puisse récupérer assez d'ordre pour continuer son mouvement haussier encore et encore. Donc à un moment donné, il va s'essouffler et il va devoir effectuer son retracement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'overextension peut être identifié en tendance haussière, mais également en tendance baissière. Donc on va passer sur le graphique et comme ça, je vais vous montrer un exemple concret. Alors comme on peut le voir ici, on est par exemple dans un grand mouvement baissier et on peut voir qu'il n'y a eu aucun retracement. Ici, on va tout simplement comprendre que le composite man sera à court de liquidité et de ce fait, il devra effectuer un retracement afin de récupérer de la liquidité, clôturer des positions qui sont en perte latente, puis continuer son mouvement initial. Donc si on est en tendance baissière, ce sera un mouvement baissier. Donc on peut voir ici que grâce à ce retracement, il va pouvoir récupérer de la liquidité. Donc vous l'avez compris, le terme d'overextension fait simplement référence à ce positionnement-là qu'on peut voir sur le marché, donc directement à ce mouvement baissier sur lequel il n'y a eu aucun retracement. Une zone d'imbalance, c'est en fait un déséquilibre qu'il y a sur le marché et c'est une zone qui est quand même plutôt pertinente puisque les grands intervenants, donc le composite man, aura tendance à refermer en fait cette zone afin de clôturer ces positions qui sont en perte latente. Alors comment identifier une zone d'imbalance? C'est pas compliqué, on va identifier 3 bougies, peu importe la time frame, peu importe la taille et après on va donc s'intéresser aux mèches. Donc comme j'ai pu vous le montrer ici, on a une première bougie, une deuxième, une troisième, donc peu importe, ça peut être des bougies acheteuses ou des bougies vendeuses. On va donc regarder les mèches et on peut voir que la mèche de la première bougie n'est pas en contact avec la mèche de la troisième bougie. Donc on dira tout simplement que cette zone ici, c'est un déséquilibre sur le marché et ça représente donc une zone d'imbalance. Donc j'ai pu mettre un exemple en graphique à côté. On peut voir qu'ici on a eu un mouvement baissier, ensuite on a eu un mouvement impulsif qui est venu donc laisser une zone d'imbalance. En revanche, si cette mèche ici était donc beaucoup plus longue de cette manière-là, là on peut voir que celle-ci sera en contact avec du coup la mèche de la troisième bougie. Donc ici on n'aurait pas d'imbalance, on n'aurait pas de zone pertinente. Donc étant donné que la mèche est beaucoup plus courte, ici on peut voir que elles ne sont pas en contact. De ce fait, on dira qu'il y a une zone d'imbalance et c'est une zone qui sera donc, je dirais dans 80%, 90% des cas, refermée par le composite man. Donc je pense que vous l'avez compris, on parlera de déséquilibre sur le marché. Donc quand on arrive sur les graphiques, on peut directement apercevoir ici par exemple une première zone d'imbalance. Ok? Donc on a la première bougie, la deuxième et la troisième. Donc ici on peut voir que les mèches ne se touchent pas. Si on zoome encore dans le graphique, on peut de nouveau identifier ici une zone d'imbalance, ok, juste là. Et on peut voir que de manière générale, le composite man viendra refermer cette zone. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la zone sera grande et plus donc l'imbalance sera important. Donc plus la zone sera petite et moins du coup il y aura d'impact ou de pertinence, on va dire, dans la position. Alors bien sûr, l'imbalance, c'est simplement un concept. On ne peut pas utiliser l'imbalance uniquement pour prendre une position. Ça peut être à la limite une confirmation, mais ce ne sera pas suffisant donc pour trader tout simplement ce concept. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les marchés, le composite man, donc les gros intervenants, se déplacent de liquidité en liquidité. Et de ce fait, les mouvements qu'ils vont pouvoir réaliser seront en fait proportionnels à la taille de la récupération de liquidité. Donc je vous ai donné différents exemples ici. Comme vous le savez, en termes de liquidité, on peut retrouver des sessions de marché, on peut retrouver des EQL, des EQH, des trendlines, etc. Donc ici, j'ai pris l'exemple avec un EQL. On peut voir qu'on a un EQL qui est quand même assez conséquent, puisqu'en fait, le prix est venu toucher plusieurs fois cette zone. On partira du principe que quand le composite man va récupérer cette liquidité
en passant en dessous de cette zone, eh bien le mouvement qu'il va injecter sera proportionnel à la taille, donc tout simplement de cette liquidité, d'accord? Donc ici on peut voir que la liquidité est quand même assez conséquente, donc forcément, eh bien le mouvement derrière sera proportionnel. En revanche, lorsqu'on a une petite liquidité comme on peut le voir ici, eh bien on pourra en conclure que le mouvement à venir derrière sera donc eh bien beaucoup plus faible. Donc ça c'est quelque chose qui est super important puisque par la suite, quand on va prendre position, eh bien on va en fait tout simplement prendre ce concept de proportionnalité pour gérer notre management, mais également pour donc placer notre take profit. Donc comme on peut le voir ici, on avait une petite manipulation, le prix donc est venu récupérer la liquidité via ce mouvement haussier et ensuite il va donc délivrer un mouvement baissier. Eh bien, étant donné qu'ici on a une petite manipulation, eh bien, on va placer notre take profit au bas de cette structure, puisqu'on peut voir que le mouvement n'est pas très conséquent. En revanche, ici on peut voir qu'on a quand même un mouvement qui est beaucoup plus important. Cependant, au niveau de la manipulation, ici on peut voir que la liquidité est quand même assez faible. De ce fait, quand il va récupérer cette zone de liquidité, il n'aura pas assez de liquidité pour effectuer un grand mouvement. De ce fait, est-ce que c'est pertinent de placer un take profit en bas de cette structure ? Eh bien la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas assez de liquidité, donc pour tout simplement délivrer un si grand mouvement. Étant donné que le mouvement délivré est proportionnel à la récupération de la liquidité, donc à cette zone, on pourra en conclure que le mouvement délivré ne sera pas assez conséquent. De ce fait, on ne va pas fixer le take profit à ce niveau-là, mais on va par exemple le placer à ce niveau-là. Et du coup, au niveau du management, on devra prendre en compte cette zone de liquidité, donc la taille de cette zone, et donc la récupération qui a lieu. Donc vous l'avez compris, c'est en fonction de la création de liquidité que le composite man pourra injecter son mouvement. Donc en réalité, que la liquidité soit petite ou grande, peu importe, on va simplement nous pouvoir identifier le mouvement qui sera réalisé suite à cette récupération de liquidité. Tout d'abord, avant de comprendre ce concept, il faut d'abord comprendre que sur les marchés, on va utiliser différentes time frames. Donc une time frame, c'est quoi? C'est une unité de temps, donc c'est simplement une échelle de mesure sur les graphiques. Donc par exemple, ici, on peut voir qu'on est en M30. Donc M30, ça correspond en fait à une bougie qui est donc de 30 minutes. Ça veut dire que les mouvements réalisés durant cette bougie sont effectués sur 30 minutes. Ensuite, on a donc du H4. Donc ça, c'est tout simplement des mouvements qui ont été réalisés sur 4 heures. Et ensuite, on a donc le daily, et ça, c'est simplement une fluctuation donc, qui a lieu sur une journée. Donc, si on prend ici l'exemple donc de ce premier mouvement, on peut voir que sur le daily, on aurait par exemple un mouvement haussier. Maintenant, le concept de fractalité, il est très simple. On part du principe que quand on va zoomer sur les graphiques, qu'on va descendre au niveau des time frames, on va pouvoir apercevoir plus d'informations. Donc ici, on n'avait qu'un mouvement haussier en daily, et lorsqu'on va passer en H4, on va pouvoir apercevoir différentes structures. On aura un mouvement haussier, un mouvement baissier, un mouvement haussier, un mouvement baissier, etc. Donc vous l'avez compris, l'intérêt de descendre sur les time frames, c'est simplement d'avoir plus d'informations, d'avoir plus de structures. Cependant, on aura toujours la même tendance. Si sur le daily, on est haussier, en H4, sur le long terme, on sera haussier. Cependant, on pourra quand même apercevoir des périodes de retracement. Quand on va prendre du recul, on peut quand même voir que ici le mouvement est bel et bien haussier. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Maintenant, si on continue à zoomer et qu'on descend sur la time frame 30 minutes, donc en M30, on peut apercevoir qu'on aura encore plus d'informations et on aura encore plus de structures. Et si on passe donc maintenant sur du M5, donc une bougie égale 5 minutes, on peut s'apercevoir que, encore une fois, on a plus d'informations sur les structures. Par contre, la tendance reste toujours haussière. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, en fonction de votre profil, vous allez privilégier certaines time frames. Si aujourd'hui, vous êtes débutant, que vous n'avez pas énormément de connaissances, il n'y a aucun intérêt à aller sur les graphiques directement et se mettre en 5 minutes. Étant donné qu'il y a beaucoup trop de structures, cela risque d'être très compliqué. Donc, moi, je vous invite naturellement à vous orienter sur des grosses time frames, telles que par exemple le daily, le H4 ou peut-être même le weekly, le monthly. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et dans la mesure où vous allez commencer à maîtriser correctement les structures sur de la haute time frame, vous allez pouvoir descendre petit à petit donc sur les unités de temps afin de prendre position correctement. Donc je pense que vous l'avez compris, mais ce n'est pas plus compliqué.